Bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue à ce webinaire intitulé « Une nouvelle panoramique de l'histoire de la critique d'art » qu'il s'agit d'une conversation avec Jesús Pedro Lorente à propos de son livre publié en anglais « Great Art Critics, Emergency and Development of a Profession in Permanent Crisis ». Ce webinaire propose un échange entre l'auteur, Elisabeth Couturier et Paula Barreiro. On enregistre cet événement, ce webinaire, et on vous demande d'enlever les micros. Je commence par présenter les trois participants à cet événement. Jesús Pedro Lorente est professeur d'histoire de l'art à l'Université de Saragosse. Il est vice-président de l'AICA International. Il est membre du conseil d'administration de l'Association espagnole de critiques d'art et de l'Association aragonaise de critiques d'art. Et il est directeur du magasin trimestriel de l'Association aragonaise. Son livre principal sur la critique d'art est celui dont on va parler aujourd'hui. Mais ses autres publications récentes incluent les livres Arte Público y Museos en Distritos Culturales, qui a été publié en 2018, et en version anglaise en 2019. Los Museos de Arte Contemporáneo, Noción y Desarrollo Histórico, publié en 2008, édité en français en 2009, en anglais en 2011 et en turc en 2016. Elisabeth Couturier est journaliste et critique d'art. Elle écrit régulièrement pour les magasins Art Press, Paris Match, L'Œil et Histoire. Elle dirige la collection Les Guides aux éditions Flammarion, dont elle a signé 3 titres, l'art contemporain, le design et la photographie contemporaine. Elle produit des émissions et documentaires artistiques pour France 2, France 3, France 5 et Canal+. Elle a animé sur France Culture l'émission hebdomadaire Les Jeudis de l'exposition. Elle est auteure de la collection de films Les petits secrets des grands tableaux diffusés par Arte. Elle participe à de nombreux jurys et donne régulièrement des conférences sur l'art contemporain. Elle est présidente de l'AICA France. Paula Barreiro est professeure d'histoire de l'art contemporain à l'Université de Grenoble-Alpes. Depuis 2007, sa carrière professionnelle s'est développée au sein d'institutions européennes telles que l'INHA à Paris, l'Université de Liverpool, l'Université de Genève et des institutions espagnoles telles que les CSIC et l'Université de Barcelone. Sa dernière publication est L'Atlántico Frío, Historias Transnacionales del Arte y la Política en los Tiempos del Telón de Acero, en 2019. Elle est membre du comité scientifique et culturel des archives de la critique d'art à Rennes et du comité éditorial de la revue Critique d'art. Je donne maintenant la parole à Jesús Pedro pour ses premières considérations et je demande que Elisabeth et Paula entament ensuite la conversation avec lui. Et je voudrais vous dire, si vous avez des questions à poser pour l'auteur, vous pouvez le faire par les chats parce qu'à la fin, on aura un petit moment pour un dialogue avec l'auteur. Alors, s'il vous plaît, Jesús Pedro, vous pouvez commencer avec vos premières considérations. D'accord, merci. En fait, merci, c'est la première considération que j'aurais à faire. Merci avant tout à Lisbeth et au secrétariat de l'AICA pour l'invitation
à faire ce webinaire, duquel on parlera un peu plus tard des origines et de raisonnement. Mais aussi merci aux deux partenaires qui ont accepté de parler avec moi sur ces sujets de l'histoire de la critique d'art. Merci aussi à Lisa Ruska pour le soutien technologique, sans le quoi ça ne serait pas possible d'avoir notre conversation. Et merci à tous qui se sont inscrits et qui participent dans notre conversation. Et ce sera surtout, j'espère, une conversation plutôt qu'une succession de discours. C'est-à-dire, je voudrais faire quelque chose d'autre que dans les expériences qu'on a eues avant. On m'a invité à propos de deux webinaires précédents avec Kim Levin et Tiziu Escobar. Et Lisbeth les avait invités puisqu'ils avaient publié un livre dans le dernier temps, et ça a été l'occasion d'entamer un discours avec eux en anglais, à l'occasion de Kim Levin, en espagnol avec Tiziu Escobar. Alors je me suis dit, donc il faudrait le faire en français, même si ce n'est pas parfait, mais pour avoir un peu d'équilibre entre les langues officielles de l'AICA. Et aussi parce que c'est bien d'avoir l'opportunité de comparer tous d'autres langues, même si ce n'est pas la nôtre ou une langue proche, dans notre lecture, dans notre culture. Et je pense que l'année prochaine, on aura d'autres occasions d'avoir d'autres webinaires, puisque dans cette situation présente, quand on ne peut pas se trouver en personne, c'est une très bonne idée d'avoir cette rencontre virtuelle. Et il vaut mieux, au lieu de se rencontrer dans des sujets et dans des domaines culturels restreints, de les compartir entre des gens qui sont dans des langues, des cultures diverses, puisque c'est ça l'essence de l'AICA. Ça, c'est ma première réflexion, un peu une justification pourquoi un webinaire en français. C'est que peut-être mes collègues de l'Espagne n'ont pas trop aimé, mais bon, je pense que c'était une idée argumentable au moins. La deuxième considération que je voudrais faire serait à propos du sujet de notre conversation. On va parler de l'histoire de la critique d'art et on utilisera mon livre plutôt comme excuse. Je ne voudrais pas monopoliser tout le temps l'attention sur mon livre ou mes livres, parce que celui-là, le dernier, qui est l'excuse pour notre conversation, est plus ou moins le même. Quelques-uns de vous connaissent déjà aussi la version espagnole et la plus ancienne, l'origine de tout, qui a été ce bouquin très lourd avec des textes, une anthologie de textes de la critique d'art. Mais ça aussi, ça fait partie des explications. Il faut dire que tout a une raison personnelle et que quand je commençais à écrire sur l'histoire de la critique d'art, je l'ai commencé comme une tâche d'anthologue, prenant en compte des textes, des critiques de divers pays, de différentes périodes historiques pour mes élèves. Et ça, c'est toujours la raison principale de mes publications sur l'histoire de la critique. Ce sont donc des publications didactiques, des publications, des bouquins, des manuels universitaires. Et je pense que ça, c'est très important de souligner que l'histoire de la critique d'art doit faire partie aussi des études universitaires, des choses qu'on enseigne aux élèves, parce que ça fait partie aussi de l'histoire de l'art contemporain, qui n'est pas seulement l'histoire des œuvres d'art, l'histoire des expositions, et ça c'était déjà très bien, l'histoire des musées, et vous savez que ça m'intéresse beaucoup, mais aussi d'autres choses comme les critiques d'art qui font partie du système d'art en général et qu'il faut donc enseigner, qu'il faut commenter, qu'il faut expliquer dans nos cours. Donc ça devrait faire partie, bien sûr, de l'histoire qu'on enseigne, qu'on publie, de l'histoire de l'art. Mais pourquoi pas aussi
de la formation des critiques. Parce que trop souvent, on voit les critiques comme des gens individualistes qui parlent du présent, qui parlent de le présent, qui ne connaissent et qui ne s'intéressent pas trop aux critiques de professionnels préalables, des gens qui ont écrit la critique d'art avant eux ou elles. Et donc, ça, je pense que ça fait partie peut-être de la façon subjective, personnelle, d'écrire la critique, et ça a été toujours le cas. Non? On est très fiers d'être justement personnel, mais personnel mieux dans un groupe, mieux dans un réseau, mieux dans une famille comme l'AICA, ou mieux personnel dans une grande république culturelle, république des lettres et des arts, qui nous unissent avec même des gens qui sont historiques, que ce soit Diderot ou tous qui ont écrit après, et qu'il faudrait bien connaître comme une partie de la formation professionnelle des critiques, qui n'ont pas forcément une éducation historique ou artistique, qui peut être aussi, je ne sais pas, philosophe, sociologue ou étudiant des beaux-arts avant de devenir critique d'art. Et je pense que ça devrait aussi, ça pourrait bien être aussi une chose à revendiquer, une meilleure connaissance de l'histoire de la critique d'art. Mais ceci pour nous-mêmes, pour ceux qui écrivent, et c'est aussi le cas de la plupart de nous dans cette conversation, qui faisons la critique d'art au présent et qui avons les rêves dans le futur, d'une certaine façon, perdurer, d'être aussi considéré dans le futur. Si on ne le fait pas avec nos collègues du passé, on ne peut pas attendre que les gens qui viennent, que les gens du futur vont continuer à lire, vont continuer à faire la conversation avec nous. Donc, je pense qu'il faut revendiquer aussi, pour écrire au présent de la critique d'art, bien connaître les passés professionnels de la critique d'art. Et c'est dans ce sens-là que je parle de la crise de la critique d'art, qui a été toujours en crise, en fait, comme métier. Ça a été, je l'ai dit dans les premiers chapitres de mon livre, très peu valorisé et même contesté par les gens de l'illustration, quand les premières critiques d'art ont commencé à faire de cela une nouvelle profession, et surtout dans le romanticisme au long du 19e siècle. Et d'abord, les artistes n'aiment pas beaucoup le fait que quelqu'un qui peut-être n'avait pas une formation artistique écrive sur ses travaux, sur ses ouvrages. Mais aussi d'autres gens faisaient de la critique d'art un objet de mépris, un objet de méconnaissance. Donc, la crise de la critique d'art au début est la crise qui perdure parce que, comme profession, c'est une profession qui ne se construit pas sur le savoir des autres. Et ça, c'est drôle parce que c'est la seule que je connais. Tous les autres, même l'histoire de l'art, on fait des congrès, on fait des publications et on cite, et il faut toujours citer c'est que quelqu'un d'autre les travaux de quelqu'un d'autre sur notre sujet, non? Et par contre, quand on écrit la critique d'art, on écrit que du présent et c'est très rare d'avoir des allusions à d'autres choses, d'autres critiques, d'autres collègues qui ont écrit dans le passé ou même dans d'autres pays ou dans d'autres contextes culturels. Voilà, c'était ça l'explication d'un sous-titre, la crise de la critique d'art, qui était bien sûr un titre provocateur. Je ne suis pas là pour dire qu'on est tous en crise et qu'on va mourir bientôt. Non, c'est pour dire que d'une certaine façon, on est toujours à réinventer notre profession parce qu'on ne construit pas sur le passé. Et ça serait bien d'avoir une base sur laquelle construire notre devenir. Et un autre argument, l'argument de la langue, ça je parlais tout à fait au début, comme justification pourquoi un entretien en français avec vous, quand ce n'est pas ma langue maternelle. Et je pense que
ça n'a pas de sens de faire des histoires de la critique nationaliste, ou au moins dans le secteur national. Qu'il faudrait mieux faire des histoires de la critique d'art dans un sens culturel plus large, que ce soit au moins dans la culture de la langue, c'est-à-dire la critique, l'histoire de la critique, je ne sais pas, dans une telle période, dans les pays francophones, ou dans les pays hispanophones, ou anglophones, ou quoi que ce soit. Parce qu'on a la tendance de faire des bouquins, des livres très pointus sur l'histoire et la recherche de l'histoire de la critique d'art dans un tel pays ou même dans une telle ville, dans une période. Et ça, c'est scientifique, c'est très bien, mais il faut aussi élargir un peu notre regard et avoir une nouvelle panoramique, voilà le titre de notre conversation, sur une histoire de la critique qui soit un récit plus, une grande narrative. Et voilà ma dernière réflexion. On ne doit pas parler, on n'est pas censé parler des grandes narratives depuis le postmodernisme, n'est-ce pas? On a fini avec les rangs narratifs téléologiques et ça, on les a bannis pour toujours. Ou peut-être pas, parce qu'il y a un autre discours, un discours de la théorie féministe pour les théories, je vais noter ça, du point de vue ou du situationnisme, je ne sais pas comment dire ça en français, c'est-à-dire une perspective personnelle sur tout le monde autour de nous. Et alors, quand on est comme on est la plupart de nous, des gens cosmopolites, on peut écrire de tout ce qui nous intéresse dans toutes les cultures du monde, même dans toutes les périodes historiques qui nous intéressent, d'un point de vue personnel. Alors, ce que je offre dans mon livre, c'est une perspective à moi. Ce n'est pas la vie canonique de l'histoire de la critique d'un professeur d'histoire de l'art de l'Université de Salaros, non, c'est Pedro Lorente et c'est son point de vue sur l'histoire de la critique d'art à l'époque contemporaine, depuis l'illustration jusqu'à la fin du XXe siècle et donc pas le présent. Parce que j'ai horreur de la polémique avec les collègues et on n'est pas ici pour cela. Je disais que j'allais être plus court que mes collègues précédents dans les colloques avant et je suis tombé dans les mêmes erreurs. J'espère que mes partenaires ne vont pas avoir le monopole de la conversation pendant trop longtemps. Excusez-moi. Donc, à vous la parole. Tu commences, Elisabeth, ou c'est Paula qui va commencer? Je crois qu'Elisabeth a un problème avec le micro. Il faut mettre les micros, Elisabeth. Il faut les remettre. Comme vous voulez, moi, je peux commencer, ou Elisabeth, comment je voulais rebondir sur ce que dit Pedro. Pedro, tu disais que c'était une des rares professions où on n'allait pas voir du côté du passé, des critiques passées, on se nourrissait pas assez des textes, des critiques passées. C'est pas tout à fait vrai parce qu'on ne peut pas étudier les mouvements, de nombreux mouvements dans l'histoire de l'art sont totalement liés à des critiques d'art qui les ont portés, défendus, soutenus, etc. Mais il y a une dimension dans la critique, c'est la dimension subjective. La critique, malgré tout, même avec son évolution, avec surtout l'évolution de l'art, enfin l'évolution, le changement permanent, les propositions d'artistes, un critique, c'est quelqu'un qui parle voilà, c'est pas quelque chose d'objectif. Il va parler avec ses émotions, ses sensations et son érudition. Ce qui me frappe dans ton livre, c'est qu'on voit bien au XVIIIe siècle jusqu'au début jusqu'à la fin du XIXe, la critique d'art est plutôt le fait de poètes, d'écrivains, de philosophes. Et ensuite, ça bascule et on est beaucoup plus avec des commentateurs qui ont une érudition par rapport à l'histoire de l'art,
comme si avec le modernisme, on était obligé d'avoir une connaissance beaucoup plus approfondie et moins des idées qui s'appuient sur les critères de l'académie. Je pense qu'elle est de plus en plus subjective, malgré la connaissance qu'il faut posséder pour être critique d'art. Qu'est-ce que tu dis de ça? Pardon. Il y a une explication pour cette évolution, parce que l'histoire de l'art a débuté comme discipline à Vienne à la fin du 19e siècle, et comme étude universitaire et comme histoire étudiée partout dans le monde, ça s'est développé au 20e siècle. Donc voilà pourquoi les critiques d'art étaient surtout au 19e siècle des gens littéraires, des gens des lettres, et après, quand la critique d'art a devenu plus professionnelle, je dirais, au XXe siècle, c'était plutôt des savants historiens de l'art. Et aussi, à la fin du XXe siècle, plutôt des savants de l'esthétique, de la philosophie ou d'autres disciplines, et pas seulement, et même pas plus tellement, de l'histoire de l'art. Et l'autre considération qui a été faite, je suis tout à fait d'accord. Il faut faire de la critique subjective, il faut faire une critique personnelle et il faut faire, c'est ça ce que je disais, une histoire qui soit subjective et personnelle. Donc, je pourrais dire que je fais une histoire critique de l'histoire de la critique. Voilà. Voyons, Paula. Bon. Merci beaucoup. Alors moi, d'abord, je dois dire merci à tous pour m'avoir invité. Jesus Pedro, j'ai quand même eu le plaisir et j'étais quand même angoissée pour finir le livre avec toutes les choses que j'avais avec la fin du semestre, mais j'ai beaucoup apprécié la lecture. Et moi, j'ai préparé quelques considérations qui ont des idées que j'ai eues en lisant ton livre qui rendent avec certaines questions que je vais peut-être te donner un ensemble pour lancer la discussion et peut-être Elisabeth aura aussi envie de aussi répondre aux les autres. Non mais bon, en lisant ton livre, Jesus Pedro, je ne pouvais pas éviter de penser à la classification un peu caricaturale de la critique faite par Michel Ragon en 1968 dans son introduction au livre de Pierre Restany, Les Nouveaux Réalistes. Je me permets de les citer, c'est court. Il existe plusieurs sortes de critiques, les critiques passives, les critiques voyeurs. Celui qui enregistre comme une plaque sensible toute l'actualité, qui s'en répète et donne ensuite au public qui les lit quelques miettes de son fastin. Les critiques juges, qui bénissent, excommunient ou coupent la poire en deux de peur de se tromper. Les critiques théoriciens, qui mettent en formule les travaux des artistes, échafaudent des systèmes en catalysant des tendances qui, sans lui, resteront éparses, mettent en quelque sorte un ordre créatif dans les désordres de la création. Les critiques militantes, compagnons des luttes d'un clan, voire chefs de vente qui n'a joué que pour une seule chimène, qui lui est d'autant plus chère qu'elle est parfois le produit de son imagination. Fin des citations, peut-être vous la connaissez, elle est très connue. Donc Ragon voit dans cette forme des critiques militantes une tradition qui fait remonter au XIXe siècle avec des intellectuels comme Duranty, Zola, Fénion, Apollinaire, Breton, Tapier, Julien Albart et surtout Pierre Restany. Eh bien, un grand nombre de ces critiques font partie de ton corpus, des Great Art Critics. Et les corpus que tu nous proposes, nous faisons parcourir 2 siècles et demi de production critique. Ces Great Art Critics répondent d'une façon ou de l'autre au modèle décrit par Ragon. Ça sera sympa de savoir tes avis. Mais néanmoins, moi je pense qu'un des atouts de ton livre, à part de la capacité de synthétiser une pratique complexe et plurale depuis les salons jusqu'au tournant du XXIe siècle, est précisément sortir de la généalogie proposée par Ragon, notamment franco-centré, comme on le sait bien, pour une approche panoramique large qui cherche à ouvrir les regards vers des autres géographies. Et moi, en tant qu'Espagnole et spécialiste aussi en Amérique latine, je dois dire l'Espagne, l'Amérique latine, mais bien des autres régions, c'est évident que ce sont des espaces importants et leurs richesses critiques qui font partie de ton travail. Et si bien ces espaces et critiques ont leur propre historiographie, leurs propres protagonistes sont rarement intégrés dans un récit international et en anglais, je suis désolée, ça veut dire actuellement presque la même chose de la critique d'art. Et donc, même si, et ça c'est la chose que je voudrais mettre en avant et je vais finir avec ces points, ils ont été fortement connectés
à des réseaux transnationaux de pensée et de collaboration. Et les ambitions mondialisées de l'histoire de l'art ont permis la récupération de certains personnages. Et je vous donne un exemple qu'on connaît tous, mais par exemple Mario Pedrosa, non? Comment a été récupéré, presque sauvé par les MoMA, quand c'était un critique reconnu déjà en Espagne et en Amérique latine. On avait soin de ces passages par l'international. Tu as raison, effectivement, moi-même, j'essayais de travailler sur la critique d'art espagnol et en publiant en anglais, donc c'est important de faire ça, mais il y a beaucoup des autres qui restent pour considérer, et c'est visible dans ton livre, malgré que c'est une position personnelle, il y a beaucoup de personnes et des voix que tu réactives dans ton histoire de la critique, que c'est une histoire collective, transversale et polyphonique. Et là, me semble importante. Et donc, voilà, pour dire rapide, parce que je ne sais pas si vous connaissez tous les livres, et moi je suis peut-être un peu classique, mais bon, je voulais donner quelques éléments. Bon, tu pars de l'illustration, et tu parcours jusqu'à les années 2000, 9 chapitres, où tu mets en rapport des figures individuelles, que si bien sont une majorité des hommes, je dois dire, il y a aussi des femmes. La question, c'est pourquoi garder les great art critics? Ça, c'est une question que j'ai pour toi. Et ce travail de ce personnage, ou cette figure intellectuelle, tu les développes en rapport au mouvement d'art moderne, hein, du romanticisme, réalisme, impressionnisme, symbolisme, post-impressionnisme, les avant-gardes, en donnant en centralité au cubisme, que je me demande aussi pourquoi, l'informel et les dernières avant-gardes jusqu'à la postmodernité. Donc tout cela donne, à mon avis, une introduction efficace et synthétique de l'histoire de la critique à partir d'un découpage chronologique et thématique avec une sélection bibliographique que je devrais souligner et que je trouve que c'est très utile parce que tu prends une bibliographie qui c'est aussi autochtone des gens qui sont en train d'écrire depuis différentes géographies et qui contribuent aussi au esprit de ton livre de montrer la critique comme une activité plurielle faite au long du monde, étudiée au long du monde. Quelquefois, on oublie qu'il y a des gens qui travaillent sur la critique d'art depuis tous ces pays. Donc, bravo, merci pour ça. Et dans plusieurs langues, donc faisant une histoire d'histoire qui se connecte. Et donc, dans ton approche, et ça, j'arrive à mes questions et commentaires, c'est surtout une étude des great art critics, des individualités liées à des tendances artistiques qui donnent les rythmes et l'organisation de ton histoire. Et je m'interroge sur ces choix, Jesús Pedro, et je voulais te demander, parce qu'effectivement, ça pose la question, une question qui s'est posée la critique d'art historiquement, surtout aux années 60, qui configure les tendances artistiques. Mais je voudrais te demander si sur des méthodologies, est-ce qu'on peut penser faire une histoire de l'art, de la critique à partir des méthodologies critiques et par rapport par leur transformation de l'écriture? Toi qui tu as un regard panoramique sur ces 2 siècles et demi d'écriture critique, quelles seront les étapes, les découpages, les transformations majeures? Peut-être c'est la tâche d'un prochain ouvrage. Je ne dis pas, mais est-ce que tu peux nous avancer tes idées? Parce qu'effectivement, ça apparaît à plusieurs reprises, la méthode de la biographie, le dialogue moral, et j'ai trouvé très intéressant, mais ça reste séparé par ces individualités, et surtout en pensant que tu penses ce livre aussi pour la formation des critiques actuellement, je pense que ça sera un travail intéressant à développer. Et un autre point important de ton livre, c'est qu'il permet, et ça je coïncide avec toi, de mettre en perspective historique beaucoup de débats sur la critique qu'on se pose actuellement et aussi ouvrir de nouveaux fils de recherches possibles sur son essence, son indépendance, dimensions multiples, ainsi que ses mutations. Et moi, par exemple, en lisant ton livre, j'ai pensé certains débats qui ressortent dans les conseils scientifiques des archives de la critique d'art. Qu'est-ce que c'est un critique? Qu'est-ce qu'on doit garder? Comment? Enfin, c'est vraiment intéressant. Et donc, par exemple, je trouvais intéressant, on voit bien que la critique d'art s'agit d'une activité qui se fait à côté de cette activité et qu'on prend du temps pour devenir une activité indépendante. Je trouvais très intéressant le fait que la critique était un métier choisi au 19e siècle par plusieurs personnalités pour survivre quand ils ne pouvaient pas se dédier à l'écriture littéraire ou à l'enseignement. Maintenant, c'est quelquefois différent, non? Une activité qui se fait en parallèle à l'organisation des expositions et en collaboration avec des musées depuis le 19e siècle. On a ces débats sur est-ce que le commissaire c'est un critique? Voilà, Pedro Madrazo. Et tu l'as inclus dans cette généalogie, dans ces collaborations avec le musée del Prado. Une activité faite en parallèle à l'écriture littéraire, c'est disait Elisabeth tout à l'heure, effectivement c'était une activité très connectée à l'écriture en général, et
une activité, et ça, je dois dire que j'ai trouvé très une découverte liée évidemment à la politique, je le savais, mais je ne savais pas, par exemple, ces côtés de José Martí de Cuba, qui avant de devenir un des figures principales de la révolution, le père de la révolution cubaine, en fait, il était critique d'art. Il y a quelque chose là à étudier, il me semble. C'est une activité. Il a été à Saragosse. Voilà. C'est une activité qui s'est rapidement lancée à la conquête de nouveaux médias. Et je pense qu'Elisabeth aura plein de choses à dire. Comment la télévision, utilisée par Jean Berger ou Marta Trava, mais aussi on pourrait ajouter la radio, non? Avec les Italiens, surtout Argan et Trini. Je ne sais pas si tu les mentionnes, mais sans doute tu les connais. Et aujourd'hui, ça sera à réfléchir les rôles des réseaux sociaux, la critique et le Twitter, par exemple. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, ces moyens de communication qui ont été utilisés aujourd'hui et ailleurs avant par la critique d'art, une des choses que je voudrais souligner aussi, participe à des politiques culturelles et des ambitions géopolitiques déterminées qui intègrent les récits de la critique à des complexes structures de pouvoir et des configurations des sens. Dans ces subjectivités dont vous parlez, je suis évidemment d'accord, mais il me semble intéressant de penser aussi la critique dans ces complexités. Donc, pensez, par exemple, au célèbre texte de la peinture moderniste de Clement Greenberg, qui est à l'origine d'une allocution dans Voice of America, le service de diffusion radio du gouvernement des États-Unis en pleine guerre froide. Dans la critique est un agent non seulement dans la définition et la création des tendances artistiques, mais aussi elle participe à la configuration des idéologies. Et cela ouvre un rapport entre la critique et la géopolitique qu'on pourrait explorer. Évidemment, ça a été fortement exploré dans les moments de la guerre froide, mais encore, il me semble, je ne sais pas ce que vous pensez, à développer dans des autres époques. Et finalement, parce que je ne vais pas devenir trop long, mais comme ça, je te pose toutes les questions d'un coup. La critique est une activité que, malgré la solitude que tu signales dans ton introduction, tu l'as dit, la critique, c'est quelque chose qu'on fait toute seule. En fait, c'est fait surtout en réseau et beaucoup de fois en collaboration. Et Laika, on est ici ensemble en train de discuter, ressort comme une plateforme et un réseau clé pour la mise en place des collaborations transnationales. Il me semble que le choix des critiques de ton livre tient fortement en considération de ceux qui ont participé dans la création et développement jusqu'à aujourd'hui de cette institution. Et dans ce sens, il me semble que ton livre participe à une réflexion déjà en marche, déjà sur le rôle déterminant qu'a eu la AICA, où on a participé, mais fédéré par les archives de la critique d'art et surtout Antje Kramer, non, mais qu'on a trouvé vraiment une possibilité de penser la critique en réseau et collectivement à travers du travail de la AICA. Donc, ma question et mes dernières questions seront les suivantes. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les critiques qui n'ont pas participé dans ces réseaux, mais qui ont eu un rôle fondamental dans la configuration de l'art et du champ de l'art contemporain? Et voilà, c'est une petite intra-conversation. Bon, et c'est pas une critique, bien sûr, hein, mais par exemple, dans le cas de l'Espagne, tu préfères favoriser les participants de la AICA par Aguilera Cerny, Moreno Galván, et surtout Camón Arnach, que tu connais très bien. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec Tomás Llorens et Valeriano Mozal, qui ont refusé de participer à l'AICA, mais aussi, et c'était quand même fondamental pour penser les champs artistiques espagnols, non? Donc, ça me pose le rôle central que l'AICA a dans ton livre et qu'on est en train de développer actuellement dans la recherche moi-même, que j'ai travaillé sur l'AICA Espagne. Me demande aussi penser quels sont des autres réseaux qu'on peut découvrir, qui probablement se croisent avec ceux de la AICA pour le développement d'un pensée critique transnational qui se met en place sans doute, surtout dans la seconde moitié du XXe siècle. Les musées que tu connais très bien, les biennales, probablement nous permettront de voir de ces réseaux élargis. Je pense notamment à la Biennale de San Marino, non, et les congrès de la critique, là. Et aussi, comme dernier point que je réfléchissais en pensant à l'idée des Great Art Critics, non, en succession des personnes individuelles avec leur subjectivité, qu'est-ce qu'on fait de la collaboration? Parce qu'en fait, la collaboration, c'est fondamental pour les critiques. Les liens d'amitié, les invitations qu'ils reçoivent, les rencontres qu'ils ont autour du monde, il me semble que c'est très important. Et je me demande, est-ce qu'on ne peut pas parler d'une collectivisation de la pensée critique? Est-ce qu'il y a des écritures à 4 mains? Surtout aujourd'hui, ça doit être une question qui se pose, mais on peut déjà peut-être les voir avant. Moi, un exemple me vient à l'esprit.
c'est le cas de Gómez Sicle, José Gómez Sicle, l'artiste José Luis Cuevas, qui c'est un exemple frappant de la unification de l'activité critique. Ils ont presque développé une troisième personne qui sera ces critiques d'art, qui ont donné le nom de le style, qui en fait a construit à partir de la subjectivité de deux un troisième critique. Enfin, et ça, c'était à partir de là, ils sont publiés. Et moi, je me demande aussi, bon, puisque tu as déjà écrit ce livre et sans doute tu vas écrire des autres, est-ce qu'on peut faire une histoire de l'écriture critique en termes collectifs? Moi, je pense que ça sera intéressant. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu penses et quelles pistes tu peux développer. Et en tout cas, je voulais te remercier pour ce livre, que ça va être sans doute un outil de travail et de découverte pour beaucoup de monde. Et j'espère qu'un point de départ pour des nouvelles recherches, comme tu vois, tu m'as donné plein de choses à réfléchir et je suis contente de savoir qu'est-ce que tu en penses. Merci. Merci à toi. Je suis... je ne sais pas quoi dire parce que normalement, elle est dure. Hein, alors, on est amis, mais ça, c'est des cas. Tu avais peur. Alors, elle a posé plein de questions. Je ne sais pas par où commencer. Peut-être en ordre ou à la fin. La question collective, c'est très important de la développer. Je fais une histoire de la critique d'art. Dans le passé, c'était quelque chose de rare. Et il faudrait essayer de faire au moins des histoires de la critique d'art en pluriel qui soient collectives. Et je pense, moi, je suis trop fatigué après ces petits livres et il faudrait faire une équipe d'historiens de la critique d'art, qui soit internationale, qui soit polyglotte, qui rendent une perspective, une multiple perspective de l'histoire de la critique d'art. Moi, je me limite et voilà, je connais bien, et ça c'est un point fort du livre, parce que je l'ai étudié avec passion et avec une familiarité avec la langue, la critique en Amérique latine. Mais je vois là qu'on se centre, je ne sais pas, sur la critique de l'art en Colombie ou en Venezuela ou même au Brésil, non? Lisbeth, elle est spécialiste sur Millet. Et il y a d'autres qui travaillent très bien sur l'histoire de la critique brésilienne. Mais ce qu'on a fait au Reina Sofia, au musée, de prendre Pedrosa comme exemple et le mettre en évidence en Espagne, c'est ce qu'il faudrait faire, non? Donner des révisions des critiques d'art au-delà des frontières de la langue, au-delà des frontières culturelles. Alors ça, je pense que c'est quelque chose de bien développé dans mon livre, l'histoire de la critique en Espagne, en Amérique latine, en France, en Italie. Et c'est pour ça que ce n'est pas par hasard que l'éditorial de ce livre en anglais, c'était l'éditorial de Milan, parce que l'Italie était aussi bien représentée. Pas tellement l'Europe du centre, les pays germanophones ou des langues germaniques. Là, il y a des collègues de l'AICA qui m'ont aidé. Christian Chambert m'a donné des noms pour la Suède et d'autres pays. Et en général, il y a des collègues de l'AICA de différents pays qui, étant sollicités par mes questions, ont répondu me donnant des noms, des informations qui ont été utiles. Et surtout, et j'ai oublié de dire cela, je l'ai dit au début du livre, je devrais remercier Albrecht Merijuk pour la révision générale de l'anglais dans mon écrit, mais aussi pour son aide en général, parce qu'il préside les comités de la critique d'art, de l'histoire de la critique d'art dans l'AICA, duquel je fais partie. Pas trop actif, je dois dire, parce qu'il y a toujours les réunions en même temps que les réunions d'autres comités dans lesquels je dois absolument participer, mais que j'admire beaucoup leur travail et que je voudrais être plus active dans ce sens communautaire, dans ce sens collectif d'écriture et de préparation d'une critique, d'une histoire de la critique générale. Voilà aussi quelques, je dois le reconnaître, défauts, lacunes dans mon livre.
que j'ai essayé même de repérer dans la version anglaise. Dans la version espagnole originelle, il n'y avait pas de mention à la Chine. Et dans la version anglaise, il y a déjà des critiques de l'histoire de la critique en Chine et encore plus de la critique, j'ai essayé parce que c'était en anglais, une plus grande présence des critiques britanniques, nord-américains, australiens, voilà, un peu plus complet que la version originale en espagnol, que la plupart de vous connaissez mieux que la version anglaise, parce que je n'ai pas eu de la chance. Et la version anglaise est sortie en printemps, juste au moment du confinement. Alors, j'avais fait envoyer au bureau de l'AICA quelques exemplaires, gentillesse de leur éditorial pour faire, je ne sais pas, des recensions de la part des collègues, et on les envoyait au bureau de l'AICA et ils sont encore là. Alors, je ne sais pas combien de vous connaissez la version anglaise, étant une petite éditoriale italienne, bon, pas si petite que ça en Italie, mais je veux dire dans le monde international, je ne sais pas si ça sera dans les librairies en France, au Royaume-Uni, en Amérique. Heureusement qu'il est dans Amazon, qui est dans cette époque de pandémie, les commerces par ordinateur est beaucoup moins en crise. Et je voudrais dire aussi à propos des grands critiques qu'une version de la critique d'art qui essaye d'être honnête, comme témoin historique, comme un notaire qui écrive l'histoire, ne peut pas faire une histoire de la critique en temps réel, mettre un siècle pour raconter tout ce qui est arrivé pendant un siècle. Il faut, d'une certaine façon, faire un résumé subjectif. On est toujours en train de dire cela, mais il faut mettre l'accent et Jacques Isser mettre en évidence ce qui est plus grand, donc une plus grande influence sur les autres. Donc, j'ai essayé de hiérarchiser dans mon livre, et je l'explique au début, mettant, je ne voulais pas surtout jeter beaucoup de noms, mais j'ai essayé quand même de faire un équilibre entre des professeurs et des critiques et journalistes, entre critiques. Il y a surtout des critiques de peinture et des beaux-arts. Ça m'intéresse plus à savoir que la critique de l'architecture, la critique des nouveaux médias, mais ça, bien sûr, est aussi présent dans les derniers chapitres. C'est le futur, bien sûr. Et même pour la critique, les commissariats, c'est de nos jours les profils plus développés du critique d'art, non? Parce que, et ça, on le reconnaît à l'AICA, on laisse entrer ceux qui sont commissaires d'art, même si on n'écrit pas, si on fait des expos, ça aussi, c'est faire de la critique. Donc, il y a des choses qui sont plus présentes que d'autres, et il y a des gens qui sont plus présents, plus remarqués que d'autres. Il y a des gens qui sont présents avec les noms et quelques considérations, une phrase ou un paragraphe, ou qui ont les noms suivis de date de naissance et de la mort, s'ils sont déjà morts, et d'autres qui ne sont pas comme ça décrits. Donc, j'essaye de mettre une hiérarchisation dans l'information, et même aussi pour la bibliographie. À la fin, ça aurait été impossible mettre tout type d'études, que ce soit articles, présentations dans des congrès. Donc, j'ai décidé de mettre seulement des livres, et des livres qui soient pas des monographies pointues sur un nom, mais des livres qui soient plutôt des panoramiques. Et j'ai beaucoup pensé sur les titres, à propos des titres, un titre qui soit pour l'espagnol ou pour d'autres langues possibles, Grandes Críticos de Arte, et non pas Los Grandes Críticos de Arte, et donc en anglais aussi, Great Art Critics. Moi, j'avais proposé à l'éditorial Great Critics of Art, pour éviter les malentendus, que ce qui était grand n'était pas l'art, mais les critiques. Vous comprenez? Mais ils ont dit non, ne te fais pas de soucis, on comprend très bien. Et c'était un anglais
qui me le disait. Et on dit toujours art critic et non pas critic of art. Mais great, je l'ai laissé et j'y tiens parce que c'est ma considération. C'est des gens qui, d'une façon ou d'autre, je considère, même si je ne les admire pas toujours, et ça se voit, des fois, il y a des gens qui sont critiques dans le sens négatif et qui sont, comment dire, provocateurs et très violents même. Ce n'est pas mon esprit à moi. Mais voilà, Ravon, et tu as commencé avec lui. Moi, je l'aime bien. Et il y a par contre d'autres de qui je parle beaucoup, même si ça se voit, je ne me sens pas en syntonie avec eux ou avec elles, parce que ça, c'est aussi quelque chose que je vais essayer de mettre tant que possible des noms de femmes, bien sûr, pour redéfinir une histoire de la critique plus égalitaire ou plus féministe. Je ne sais pas si on est dans la limite de notre temps, mais je l'écran. Parce qu'il fallait laisser, peut-être Isabelle, Elisabeth, a d'autres, une question courte, sinon on laisse la parole aux autres. Attends, il faut que je mette, voilà, il faut que je mette mon micro. Il marche le micro? Vous m'entendez? Tu m'entends? Oui, oui, oui. D'accord. J'avais oublié une des questions de Paula, je reviens tout à l'heure. Bon. Non, mais allez-y. Alors, moi, je salue aussi l'exploit d'être embarqué dans une histoire de la critique occidentale depuis le XVIIIe siècle, dans un si petit livre, au fond, parce que le livre n'est pas très épais. Je trouve que c'est un travail gigantesque, parce que c'est un travail de synthèse. Tu viens de préciser une question que j'allais te poser, c'est que tes critères de sélection sont, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu, ce sont des critiques qui ont joué un rôle important dans l'histoire de l'art en remarquant certains artistes, en soutenant certains artistes et en créant des mouvements. Ça n'est pas rien. J'ai aussi noté que, bon, au début, tu parles beaucoup de la France. Bien sûr, pendant 2 siècles, la France a dominé. La France et l'Angleterre, en lien avec l'essor industriel et économique, encore une fois, l'art est très lié à la puissance économique, au moins pour être visible. Je dirais que, est-ce qu'on sent assez bien, si j'ai peut-être quelques observations à faire, est-ce qu'on sent assez bien dans ton livre que pendant de longues années, le milieu de l'art, les artistes, les critiques, les gens qui font des expositions, le jury du salon qui a dominé quand même très longtemps, c'est un tout petit milieu occidental, international, mais un tout petit milieu. Et c'est normal, après tout, que les critiques italiens connaissaient très, très bien les critiques français, s'influencer, espagnols aussi, enfin, beaucoup les Italiens, les Anglais, puisque beaucoup d'artistes allaient en Angleterre, etc. Est-ce qu'on sent qu'à partir de la mondialisation, je dirais, des années 80, le milieu a totalement changé? Il y a eu tellement de nouveaux musées, l'écosystème n'est plus du tout le même que celui qu'il a été pendant 2 siècles. Voilà, c'est peut-être la remarque que je peux faire, c'est ce contexte sociologique qui parfois n'est peut-être pas assez souligné. Sinon, dans la lecture, je me suis amusée. Quand au XVIIIe siècle, j'ai eu des remarques comme ça qui m'ont amusée. Tu dis, au XVIIIe siècle, à Paris, le salon, c'est au Louvre, tout ça est très officiel. Critiquer, quelque part, c'est critiquer le pouvoir, critiquer le roi. Et je me suis dit, au fond, aujourd'hui, c'est plus les rois, c'est plus les académies, n'est-ce pas les grands collectionneurs qui ont un peu remplacé les critiques d'art et critiquer aujourd'hui des expositions des grands collectionneurs que nous connaissons, c'est souvent très mal vu dans la presse parce que ce sont aussi de grands annonceurs.
Et dans les luttes de pouvoir, on a l'impression qu'aujourd'hui, ce qui adoube les artistes, ce sont plutôt les collectionneurs que les critiques d'art. Voilà. Ce qui m'a aussi amusé, c'est que tu parles de Stendhal, de Huysmans, de Diderot, de Baudelaire, de Phil Gautier, d'Alphonse Thiers, de Castagnari, etc. Et ce sont tous des gens qui ont commencé à faire de la critique d'art et puis qui, après, sont partis, ont fait de la littérature, de la philosophie, une encyclopédie, etc. Et je me suis dit, au fond, est-ce que la critique d'art, ce n'est pas une piste de lancement pour être ce qu'on a vraiment envie d'être? C'était quelque chose d'amusant. Voilà, réflexion. Et enfin, je dirais que tu privilégies vraiment beaucoup l'écrit, ça c'est sûr, c'est-à-dire on est un critique d'art remarquable, hein, puisque great art critic, ça peut être critique d'art remarquable, parce qu'on a écrit un livre, soutenu un mouvement, enfin tout ce qu'on s'est dit précédemment. Et tu parles pas du rapport au public. Or, la critique d'art arrive quand même quand il y a un salon ouvert au public. Et là, tout d'un coup, il faut informer ce public. Et tu ne parles pas de quelqu'un comme, ou alors peut-être, sauf erreur de ma part, tu ne parles pas de Daniel Arras, par exemple, qui a été si important avec ses émissions à France Culture pendant des années. Tu ne parles pas de Jean-Marie Drault, qui, avec ses émissions à la télévision, a été si important. Les dernières interviews des grands artistes de Montparnasse, c'est lui. Tu dis deux mots sur un Anglais qui était lui-même artiste et critique, qui a fait aussi toute une série d'émissions pour la BBC. Enfin voilà, c'est des réflexions que je me suis faites en lisant ton livre, certaines amusantes en me disant mais finalement le XVIIIe siècle c'est pas si loin de nous, etc., etc. Voilà. Oui, il y a d'autres, Robert Hughes, Martha Trava, d'autres qui ont fait la télé, mais surtout, puisque mes sources d'informations sont écrites, alors ça serait la faute aussi à la bibliographie qui existe, qui est plutôt pour l'écrit et non pas pour les critiques, non pas tellement pour les critiques qui s'expriment dans d'autres médias. Et je pense aussi, vous avez bien raison, que la crise de la critique d'art, s'il y en a, c'est une crise qui est à cause du pouvoir beaucoup plus grand que celui des musées ou des critiques d'art, des grands collectionneurs. Plutôt que grands critiques, il y a des grands collectionneurs qui marquent la direction et les pouvoirs dans le système d'art. Et le fait que des grands critiques, et je parle dans les derniers chapitres, qui disent tout le temps sont contraires à Jeff Koons, par exemple, qui va dans les enchères et dans les marchés de l'art, les records, c'est bien une évidence des limites des pouvoirs de la critique d'art. Une critique qui, voilà, dans différents pays, aura des petits cercles d'amitié, non? Voilà, ça, pour venir aussi aux observations de Paula. Et la considération de qui est grand ou qui ne l'est pas, ça dépend aussi des cercles dans lesquels on bouge et des liens d'amitié, d'appréciation qu'on a. Alors, Paula s'est demandé pourquoi je n'avais pas mis, par exemple, Tomás Llorens ou Valeriano Bozal, qui sont des critiques. Ce sont des historiens de l'art et ce sont des commissaires d'art très puissants et ils ont été pendant longtemps des critiques d'art, pas trop longtemps et pas tellement dans la grande panoramique universelle, pas tellement destacables vis-à-vis d'autres qui sont des critiques en Espagne qui l'ont été pendant longtemps. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait considérer comme une continuité vis-à-vis le 19e siècle. Il y a des gens qui exercent la critique et après laissent d'être critiques pour devenir écrivain ou au contraire, ou pour devenir prof d'histoire de l'art ou une autre chose. Ce sont des métiers qui se suivent. Et pas, donc, j'essaye de mettre les points sur ceux qui ont été des critiques d'art
remarquable, voilà, merci pour le terme, mais ceci remarquable comme critique d'art, plus que d'autres métiers quand il y a une pluralité des moyens d'écriture, moyens d'expression dans une telle personnalité. Qu'il y ait une personnalité dans le système de l'art en Espagne, je ne sais pas, au moins c'est mon point de vue, pas tellement dans un petit bouquin où on ne peut pas mentionner tout le monde, sinon ça serait une liste sans limite et sans aucun sens. Alors, dans ma liste originelle, dans les livres qui étaient à l'origine de tout, il y avait Valeriano Bozal et Thomas Llorens. Alors, il faut revenir sur le passé. Alors, je commence avec des considérations personnelles et je finis aussi avec des considérations personnelles. Tout cela a été originé par une déception. J'étais très déçu parce que j'avais mis tellement du temps et du travail à mettre à donner les fruits après des années de ces grands livres, grands parce qu'il est grand, pas parce que ça soit un grand livre dans le sens des grands critiques d'art. Je ne sais pas si ça sera un livre remarquable, mais cela a passé un peu méconnu en Espagne. Peut-être parce que c'était une publication universitaire et les éditoriales universitaires, ça a été publié par l'Université de Saragosse, n'ont pas une grande distribution dans les librairies commerciales, disons. Non? Alors, ça est mieux aller avec Tréa, l'éditorial privé qui a fait bouger beaucoup plus l'autre livre. Mais je pense que pour revenir à la question de Paula, que j'avais laissée à l'écart, quand elle parlait de Ragon et de ces typologies de critiques, j'ai horreur de ça. La plupart de la bibliographie sur la critique d'art, ce n'est pas des livres sur l'histoire de la critique d'art, mais ce sont toujours les mêmes considérations des typologies des critiques. Les critiques bénévoles, les critiques amiques des artistes, ce sont que des simplifications et des révisions sur la situation présente, et aussi toujours Diderot et quelqu'un d'autre, pas beaucoup d'autres du passé. Et de cela, il y a une centaine ou plus de livres dans toutes les langues. Par contre, ce qu'il faudrait faire, parce que tu demandais qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est la méthodologie pour le futur de l'histoire de la critique d'art. Alors, c'était pas désolé, c'était pas la méthodologie, c'était faire une histoire de la critique que, au lieu de partir des personnalités individuelles, partent des méthodes d'écriture critique. Moi, voilà. Ça, je trouve que sera intéressant et qu'on peut voir dans ton livre, mais ça passe très caché parce que tu connectes les individus, des hommes et des femmes, à des mouvements surtout, mais il y a quelques commentaires très courts sur leur façon de faire la critique. Et moi, je pense qu'une chose intéressante sera renforcer comment on a fait la critique. Qu'est-ce qu'il propose? Je suis d'accord, mais pour cela, il faut revenir au texte. Donc, il faudrait faire des livres comme ça qui sont des anthologies de textes, des anthologies dans lesquelles ce soit donner la voix aux critiques. Et donc voir ces méthodologies, ces façons de s'exprimer eux-mêmes. Bien sûr, avec aussi des introductions, des notes, de la bibliographie après, mais surtout que ça soit centré sur les textes des critiques eux-mêmes. Ça serait la façon de faire une histoire de la critique d'art que j'aimerais bien. Alors, ça, on l'essaye de faire à l'AICA. On publie des livres de grands ou de remarquables critiques qui ont reçu les prix de l'AICA international et on les traduit à l'anglais. Je pense que Jean-Marc Poinceau est là avec nous, je ne le vois pas, mais je pense que l'année suivante, on aura un webinaire sur les publications de l'AICA qui sont justement ça, donner une étude avec une introduction et un texte d'un critique, je ne sais pas, d'un pays ou dans lequel on ne connaît pas trop en anglais et les traduire. Mais ça, c'est cher, ça coûte beaucoup, ça, c'est difficile, il faut le faire bien et ça dure longtemps et il faut avoir de la patience pour aboutir jusqu'à la fin. Donc, c'est un travail, si cela, ce que je fais, c'était un travail individuel des années. L'autre, c'est un travail d'un comité qui travaille beaucoup, qui travaille bien.
mais qui va prendre beaucoup de temps et d'énergie de la part de l'AICA. Et si on donne la parole aux autres? Oui, je ne trouve aucune question sur les chats. Alors, comme on a encore un peu du temps, je demande si vous voulez faire les questions présentiellement, directement à l'auteur. On aura une demi-heure pour ça. Alors, il faudrait… Bon, si on a quelques minutes, je voudrais reprendre une remarque que faisait Paula qui me paraît intéressante sur les rapports entre politique et critique d'art. Bon, c'est un sujet évidemment extrêmement compliqué qui a été beaucoup travaillé autour de la guerre froide. Il y a une dimension qu'on mentionne peut-être moins souvent et que j'ai trouvé en travaillant pour le congrès à Berlin l'année dernière et en travaillant sur l'AICA allemande. Et je me suis rendu compte qu'il était impossible d'entrer à l'AICA dans les années 50 si on était un critique qui s'intéressait à l'art figuratif. On ne pouvait entrer à l'AICA et c'était quasiment officiellement dit dans les correspondances que j'ai eues entre les mains. Il y avait là une espèce d'interdit. Non, un critique qui s'intéresse à l'art figuratif, donc au réalisme, donc à ce qui était perçu à l'époque comme de gauche, etc., lié au Parti communiste, etc., n'entre pas à l'AICA. Donc voilà, c'est juste pour dire, là, il y a un problème très spécifique, très local. Une des dimensions de cette énorme question qui est la question du rapport avec le politique ou la politique. Hein, là, on est entre le politique et la politique, avec la question du réalisme tel qu'elle a influencé, je dirais, l'entrée même dans l'AICA. Donc, dans la perspective, parce que, bon, malheureusement, je n'ai pas lu, Jesus Pedro, je n'ai pas lu ton livre, mais je vois qu'il apporte toute une série d'éléments. Et si c'était l'occasion pour l'AICA de continuer à réfléchir sur ce que fait la critique, ce qu'elle est à l'intérieur du mouvement culturel, voilà, c'est une dimension qu'on pourrait essayer de travailler. Parce qu'on s'aperçoit aussi bien quand le mur qui séparait l'Europe est tombé, on s'est aperçu qu'il se passait au-delà du mur des tas de choses dont nous, en Occident, on n'avait pas connaissance. Et donc là, il y a toute autour de cet événement-là, toute une série de choses qui peuvent être intéressantes à travailler. Voilà, bon, c'était… Il y a plein de téléphones qui sonnent en même temps maintenant. Si je peux me permettre de répondre, dire une chose, c'est pas seulement, enfin, c'est une bonne remarque. Et pour cela, moi, je disais que quand on travaille structurellement, on voit aussi des autres choses. Et par exemple, dans la AICA Espagne, la ECA, une chose pareille s'est passée. Et pour cela, Valéry Mozal, Tomás Llorens ne faisaient pas partie de la ECA parce qu'il y avait des liens directs avec le régime et il n'y avait pas de l'intérêt de participer. Et ça, on peut le voir dans la correspondance. Pour cela, c'est très important d'aller voir là-bas. Et donc, pour cela, je disais, qu'est-ce qu'on fait avec des critiques qui n'ont pas passé par ces sortes de réseaux et à cause des raisons différentes. Et à mon avis, évidemment, penser la critique dans un sens structurel nous permettra de voir des choses qui, effectivement, à partir d'une somme d'individualités, évidemment, on ne voit pas tellement. C'est une des remarques que je faisais. Et par rapport à si choisir un critique ou pas, effectivement, moi, par rapport à l'Espagne, à Jesus Pedro, moi, je trouve que pour l'histoire des tendances d'avant-garde des années 60 et 70, Tomás Llorens et Valéry Mozal ont été beaucoup plus importantes en tant que figures, même s'ils ont fait la critique peu de temps, tu as raison, que Camón Aznar, par exemple, dans la perspective actuelle, malgré que Camón Aznar était le président de la ECA.
à mon avis. Mais bon, ça, on peut discuter, toi et moi, sans doute. Non, mais c'était une des questions que je me posais en lisant ton livre. Désolée. Je pense que Jean-Marc, tu voulais dire une chose parce que Oui, je voulais dire une ou deux choses. D'une part, puisqu'on a parlé des archives de la critique d'art, dire que ce qu'on a essayé de faire aux archives, c'est effectivement de mettre en place un atelier collectif, hein, c'est-à-dire à les concevoir comme un atelier collectif. Et donc de créer des conditions pour que, d'une part, l'étude puisse se faire et d'autre part, que le travail à la fois comparatif et le travail collectif puisse se mettre en place. Bon. Ne serait-ce que, par exemple, dans le travail, on a fait pendant quelques années un séminaire doctoral sur la critique d'art où on associait aussi bon, c'est là que on a vraiment travaillé un petit peu ensemble avec Paola, mais avec d'autres, mais on s'est rencontrés à cette occasion-là aussi avec Pedro. Il y a, ce séminaire a été l'occasion de comparer les histoires de la critique telles qu'elles étaient faites, mais aussi d'intégrer une chose, c'est-à-dire d'intégrer dans le travail de réflexion sur la critique, des critiques actifs. C'est-à-dire qu'on n'était pas simplement tous à décortiquer nos critiques favoris ou remarquables, mais on prenait des leçons des critiques qui participaient à ce travail. Et je crois qu'on ne mesure pas suffisamment, bon, c'est ce qui a été dit par les uns et par les autres, effectivement, ce que l'écriture critique produit comme effet et comment elle le produit. Hein. Et c'est d'autant plus important que depuis que on a mis en place des formations au commissariat d'exposition, on s'est aperçu qu'il fallait avoir une pensée articulée sur le plan critique et que l'éducation de base du commissaire d'exposition comportait une partie importante d'assimilation de la critique, d'assimilation de ses savoir-faire, de ses argumentations, de ce qui fait sa spécificité, c'est-à-dire de savoir déceler parmi les artistes ceux qui vont faire sens pour notre société et qui seront des artistes remarquables parce qu'il y aura eu des critiques remarquables ou remarqueurs. Bon, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand partout dans le monde se développent des études curatoriales, eh bien, elles ne peuvent pas aller sans le volet étude de la critique. Hein. Et là, il y a encore beaucoup de travail, parce que en travaillant sur les figures remarquables, on s'aperçoit que le champ est très large et que, bon, Elisabeth, Paola, d'autres te diront, Pedro. Il y a un petit problème avec la connexion de Jean-Marc. Oui, il y a un problème. Il est congelé. Lisa, oui, si Elisa peut l'aider ou non. Non. Jean-Marc, on a perdu la fin. Ton micro est fermé. Oui. Celui-là. Voilà. Ah oui, voilà. Je parlais de Cavannes
qui avait l'air de s'offusquer que, par exemple, on porte de l'attention aux écrivains au XIXe siècle et pas aux critiques au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux qui sont plus près du travail et qu'on valorise des gens qui ont fait des beaux livres sur l'actualité, c'est-à-dire sur le salon. Hein. Mais qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? La Font-de-Saint-Étienne ou Apollinaire ou d'autres, enfin, je veux dire. Hein, qu'est-ce qui se passe avec la Font-de-Saint-Étienne? Là, il y a tout un pendant d'une histoire qui pourrait faire ressortir des figures qu'on commence à étudier ou qu'on commence à… Hein, mais comment dire, un travail de fond sur la critique, son histoire, ses spécificités, etc., n'ira pas sans une reconsidération critique des choix des critiques sur lesquels on va appuyer ce savoir. Bien sûr. Ouais. Voilà. Ah oui, Elisabeth, je vais faire une remarque. Le livre montre une chose très importante, c'est qu'être critique d'art, c'est être engagé ou engagé politiquement. Et il montre très bien qu'en France, la plupart des critiques d'art, et très tôt, sont la plupart du temps engagés politiquement et engagés amicalement, parce que quelle que soit la forme quel que soit le critique d'art et la façon dont il écrit, c'est vrai que c'est pas abordé, la façon dont il écrit, quand on aborde une œuvre, n'empêche que on a envie d'être critique d'art, semble-t-il, parce qu'on a un ami artiste à défendre. Ça, c'est un point de vue très important, je trouve, que le livre montre très bien. Il y a encore des questions? Oui, Susanna, s'il vous plaît. Oui. Oui, je voulais faire un commentaire en vrai parce que d'un point de vue aussi de mon expérience, de pas mal de critiques que je connais, que j'ai en face, disons-nous que c'est aussi vaste les champs de travail et qu'évidemment, il y aura une impossibilité de ne pas faire un choix. Et admettons aussi, il y a toujours la question existentielle, le temps. Ça veut dire pour lesquels, moi j'aimerais bien connaître tout cela, mais je sais que je connaisserai seulement une partie. Je travaille beaucoup avec l'art latino-américain et malheureusement ça fait un peu à l'inverse parce qu'en étant en Argentine, on travaillait tous plutôt avec l'art contemporain, même en étant latino-américain. Et l'Amérique latine, elle était considérée, il y avait un esprit d'internationalisme. Ça veut dire les années 70, 80, ils ont forgé toute une génération, vous les connaissez bien, qui participaient de tous les biennales, Curitiba, Équateur, etc., qui sont aussi après donné origine à toute la génération cinétique qui est quand même internationale. Et là, il y avait une sorte de contradiction. Il y a des artistes qui se disaient internationaux, qui se disaient latino-américains, et quand on les interviewait, ils ne voulaient pas être considérés latino-américains, sinon internationaux. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire aussi que quand on travaille avec l'art latino-américain, par exemple, c'est un exemple exact de structural, parce qu'on doit faire des rapports, pas simplement avec la critique internationale, mais la critique latino-américaine entre eux, transversale, horizontale, ça veut dire Mexique, Équateur, etc. Et moi, j'ai toujours vu un peu le chemin à l'inverse. Ça veut dire, dès qu'on prend un artiste latino-américain, ça soit d'un pays, par exemple, Venezuela, on croit qu'on travaille avec l'Amérique latine. Non, on travaille avec les Vénézuéliens. Et quand on travaille avec un critique d'art qu'on mentionne très bien, qu'on connaît, on les connaît, mais c'est le Brésil, par exemple, Pedrosa. Et alors, par exemple, il y a l'exemple de Damien Bachon, que c'est un des premiers qui avait travaillé en tant que la critique latino-américaine internationale. Mais on connaît beaucoup plus Marta Traba. Elle était peut-être beaucoup plus médiatique, ou je ne sais pas, il y a eu, en Colombie, il y avait une façon de pouvoir distribuer l'art, c'est-à-dire le faire connaître, qu'il était plus forte qu'ailleurs. Et Damien, ça fait finalement de Damien, personne ne le cite presque pas.
Et il avait travaillé avec tous les pays. Ça veut dire impossible de ne pas faire, excusez-moi, un choix subjectif finalement quand on va travailler dans n'importe quel secteur, aussi vaste, parce qu'il y a aussi cette idée de limitation de l'espace-temps et peut-être aussi des autres choses créatives qu'on veut faire. Mais bon, mais en tout cas, je trouvais que l'idée de nous réunir tous ensemble et discuter parler du livre de Lorente, c'était très, très génial parce qu'il nous activait tous un peu et je trouvais que c'était déjà magnifique d'avoir pu pas faire simplement un livre, sinon plusieurs. Et comme tous qui sont un peu ici, qui sont un travail remarquable et qui nous fait un peu nous incentiver aussi dans cette période de solitude, de 5 jours de solitude. Bon, mais merci à tous. Merci, Susana. Damien Bayón a une fondation à côté de Granada, ça s'appelle Santa Fe, avec toute sa bibliothèque, et on les cite souvent, mais surtout comme historien de l'art, plutôt comme historien ou comme critique d'art. Je pense que par plusieurs raisons. D'un côté, c'est vrai que Marta Traba était une femme polémique, et il faut des fois être polémique et politiquement aussi engagé pour être plus visible, peut-être. D'autre part, oui, la télé, ça aide, non? Elle sortait dans des émissions télévisives, et bon, pour certaines raisons, mais ceci à propos de son point de vue très personnel, tandis que Bayón avait une vision encyclopédique et très équanime, dans une vision une panoramique. Voilà, il était plus comme moi, non? Une vision panoramique de la critique et de l'histoire de l'art latino-américain. Moi, j'aurais une réflexion à faire à propos de cela, c'est les compromis et la responsabilité qu'on a quand on écrit l'histoire de la critique d'art, parce que c'est une révision du passé qui va peut-être aussi affecter au futur, parce que quand on écrit et quand on fait une révision de qui ont été, depuis notre point de vue, les critiques plus grands ou plus remarquables, on est en train de relire le passé et de déterminer aussi un peu le futur, parce que, par exemple, c'était mon choix de parler aussi, pas simplement de peinture, mais aussi d'architecture, de parler des nouveaux médias. Et j'ai essayé cela parce que j'avais mal au cœur quand, avec mes copains de comité de membership committee que j'ai quitté il n'y a pas longtemps, on avait des discussions, justement, ce qu'il disait aussi Jacques Lenhardt, qui est critique ou qui ne l'est pas, qui peut être admis à l'AICA ou non. Alors, il n'y a pas de question quand on est curator, quand on est commissaire des expos, ça on l'admet. Mais quand on fait la critique de l'architecture, des fois on l'admet, des fois pas. Et donc j'ai une responsabilité en peut-être donner à voir aux collègues que ça aussi appartient à notre métier, à notre raison. Et même aussi, pas seulement une question de la critique qui se pose toujours au sein de l'AICA et qui se pose aussi dans la perspective de l'histoire de la critique d'art. Est-ce que c'est lui qui écrit sur l'art du passé est critique ou il est plutôt, ou elle, plutôt historien de l'art? Parce que Lionel Venturi, qui a été le premier à faire une grande histoire de la critique d'art, il parle beaucoup du passé. Et l'historien de la critique d'art en Espagne, que j'admire personnellement beaucoup, Juan Antonio Gaya Nuño, qui était aussi une personne de gauche et qui était membre de l'AECA. Et il a fait aussi une histoire de la critique d'art où il parle beaucoup, la plupart du livre, d'histoire de l'art et non pas de l'art contemporain. Donc, petit à petit, les histoires de la critique d'art, sans trop d'argumentation, mais on arrive à une sorte de consensus que l'histoire de l'art est une chose du passé et que la critique d'art est plutôt donner son avis, ses observations sur l'art du présent.
ou l'art contemporain de celui qui écrit, de celui qui fait ses commentaires. Donc, est-ce qu'on admet à l'AICA ceux qui sont professeurs ou commissaires d'exposition ou périodistes dans les journaux ou les magasins de télévision, mais qui s'occupent seulement du passé? Et alors, auparavant, on les laissait entrer. Alors, aux origines de l'AICA, c'était surtout des personnes comme ça qu'on avait. Et maintenant, ce n'est pas écrit nulle part dans notre statuts, mais ce n'est plus le cas. Non? Les historiens de l'art, tout court, qui ne s'occupent pas du présent, ne sont pas normalement admis à l'AICA. Ils ne sont pas candidats non plus. Donc, c'est une question aussi de responsabilité qu'on a. En relisant l'histoire de la critique d'art, on construit aussi une définition du critique d'art qui va aussi déterminer peut-être le futur. Est-ce que je peux dire juste un tout petit mot par rapport à ce que Pedro vient de dire? Ce qui est très intéressant, ce serait de croiser ça avec ce à quoi Jean-Marc faisait allusion, c'est-à-dire l'écriture, le style d'écriture. Hein? Le style, Malraux traitant de l'histoire du passé, de l'histoire de l'art du passé, est critique d'art. Il n'est pas historien de l'art. Donc, ce n'est pas seulement la catégorie historique ou contemporain qui est déterminante, mais le regard, la manière dont l'écriture elle-même prend en charge un travail d'écriture, finalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, Henry? Ton micro. Le micro, il faut... we also have a question from the chat from Claire Luna. Ah oui, oui. Quelle serait alors la différence entre le critique d'art et l'histoire de l'art contemporain? Oui. C'est la question qui a posée Claire Luna. Quelle serait alors la différence entre la critique d'art et l'histoire de l'art contemporain? Et après, on passe la parole à Henri. Mais ça, Jacques vient de le répondre. D'un point de vue historique, on s'occupe comme historien de l'art de l'époque contemporaine avec une envie, comme je le disais tout à l'heure en parlant de moi-même comme historien de la critique d'art, comme un notaire qui essaye de faire une panoramique plus ou moins juste, équilibrée historiquement. Et ça, c'est un historien de l'art, même s'il s'occupe d'une histoire récente. Et par contre, un critique d'art, c'est lui qui s'occupe surtout de l'art de son époque, mais qui s'en occupe d'une façon voilà, critique, d'une façon, il fait en faisant des commentaires qui sont appréciatifs. Oui. Je l'ai bien dit, Jacques. C'est ça, c'était ça. Ton micro, là, ton micro, il faut ouvrir le micro. Oui, je crois simplement, c'était pour ouvrir une question, si on veut continuer à réfléchir sur ce qu'est la critique. Je pense que la dimension du travail dans le langage est fondamentale pour comprendre le mode d'intervention du critique. C'est un mode d'intervention. Dans son travail, il mélange à la fois des éléments historiques, etc. Mais il intervient selon des modalités, alors qui peuvent être l'exposition, où le langage est très largement mis entre parenthèses, mais on peut analyser une exposition avec des mots, avec du langage. Et comment l'espace est mis en valeur, comment la lumière travaille les œuvres elles-mêmes, etc. Donc là, il y a tout un travail où le langage, que ce soit le langage de l'espace, que ce soit le langage des mots, prend une importance particulière dans le travail critique. Et je pense que si on veut continuer à réfléchir à l'intérieur de l'AICA sur ce qu'est la critique, c'est un champ extrêmement complexe, mais c'est un champ qu'on aurait tout intérêt à travailler, vraiment. Oui. Bah,
Henri, s'il vous Je vais plaît. faire une remarque. Oui. Oui. Merci à Pedro pour une exposition très claire, intéressante pour la vue panoramique. Je dois dire que j'ai moi-même des doutes personnels très sévères des fois sur le statut, sur l'existence du critique d'art. La critique d'art, ça existe partout et ça change de support. Ce n'est que l'écriture, c'est aussi l'acte du commissaire, etc. On a inventé un peu le rôle du critique dans les années 30 avec Venturi, par exemple, et on a inventé l'histoire du critique. Et le critique d'art a eu son moment de gloire, peut-être dans les années 50, enfin Jacques et Paola y touchaient un peu, non seulement à ce moment-là, mais dans le domaine de l'abstraction, c'était très politisé. L'art figuratif n'était pas acceptable, c'était contaminé par la politique antérieure, etc. Mais depuis, on a vu une évolution, enfin la critique se trouve partout toujours, mais une évolution vers les commissaires, vers le collectionneur, vers les galeristes, enfin tour à tour. Mais peu importe pour le moment. Je voudrais moi-même poser la question à Pedro, quelle position il prend à la situation présente du critique et de la critique, si tu veux, vu l'évolution du support de la critique, donc les médias, etc. Et comment tu prévois le futur, non seulement intellectuel, mais économique du critique d'art? C'est beaucoup demandé, pardon. Difficile, un futur difficile. Oh, je ne sais pas. Voilà encore, on est sur la question des limites du critique ou de la critique d'art et de sa définition. C'est une question complexe et qui touche encore une fois les comités duquel je venais de parler. Un comité qui n'accepte pas, par exemple, c'est lui qui écrive sur un blog. Alors, il faut publier dans les revues, dans les journaux, mais si on n'écrit que pour un blog d'Internet, ça ne marche pas, on n'arrive pas à être admis à l'AICA. Voilà, peut-être que c'est juste parce qu'il faut avoir quelque sorte de, comment dire, de filtres sociaux pour que n'importe qui dise n'importe quoi puisse devenir critique d'art admis à l'AICA. Mais c'est vrai que dans notre situation de crise, il y a beaucoup de jeunes gens qui s'expriment sur Internet et dans ses propres médias, les réseaux sociaux, les blogs et tout cela. Donc, c'est une question assez complexe à dire, à décider. Et pour le reste, ce qu'il disait Jacques sur les styles, sur le langage, voilà une question qui donne idée aussi de notre, pas pouvoir, mais de notre puissance, pas pouvoir, mais puissance, je dirais. Parce qu'on a une influence, une belle image sociale et très critique, c'est quelque chose qui est apprécié. Et il y a de nos jours, depuis le postmodernisme, une versant critique dans toutes les disciplines. Donc, il y a une archéologie critique, une sociologie critique, une histoire critique, une histoire de l'art critique. Moi-même, je me définis souvent comme un muséologue et historien de l'art critique, et donc maintenant aussi comme historien critique de la critique. Et donc, être critique, c'est pas seulement avoir des jugements, mais aussi avoir un style qui est personnel, qui est littéraire, qui cherche d'être littéraire et de parler en première personne. Et voilà quelque chose que Malraux faisait très bien et qui aide à lui définir comme critique. Le fait qu'il parlait comme un homme de lettres. Donc, il faut être littéraire pour être critique. Et dans toutes les disciplines, on est de plus en plus,
je l'ai encadré d'abord dans des théories féministes, mais on est de plus en plus subjectif à parler comme nous-mêmes, en première personne du singulier. Et Elisabeth voulait dire quelque chose? Elisabeth, s'il vous plaît. Oui, juste une petite remarque. Le style, c'est quand même très important. Et quand on lit les anciens critiques d'art, et justement même Baudelaire, il y a des passages qui nous paraissent très démodés, c'est-à-dire qu'on n'écrirait plus sur une œuvre de cette façon-là, parce que il y a beaucoup d'adjectifs laudatifs, par exemple. Aujourd'hui, on a une critique déjà plus structurelle, plus plastique. Il y a, si on faisait ce que disait Jean-Marc, si on faisait cette étude-là, ce serait très révélateur de nos sociétés, je crois. Le style est quand même un miroir. Il est très subjectif, mais il est aussi un miroir par le vocabulaire employé de notre rapport à l'art. Et tu parles dans ton livre d'un point très important, c'est les batailles entre critiques d'art. Ça, c'est quelque chose qui a disparu. Et là, on renvoie à ce que disait Jacques Lénart. À un moment, tu étais figuratif ou abstrait et tu pouvais te barrer entre critiques d'art. Aujourd'hui, on ne voit plus beaucoup de bagarres entre critiques d'art sur des sujets, peut-être sur des sujets sur le féminisme, sur les genres, etc. Mais je ne vois pas bien de pour et de contre. Là aussi, c'est des choses qui ont changé. Enfin, c'est quelque chose que tu as relevé en partie, mais il faudrait le creuser. Voilà. Tu m'entends? Merci. Oui, oui, oui. Mais ce sont des considérations avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas quoi dire en plus. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir. Et sinon, on a déjà passé 1h30, c'était ce qu'on avait décidé de rester ensemble. Oui, s'il y a quelqu'un qui désire intervenir, faites-le parce qu'on arrive déjà à la fin de notre conversation. On est en train de discuter, il y a 1h35 minutes. Ça, le temps passait très vite. Ça montre que les sujets, le thème qu'on a mis en discussion est très important. Il faut revenir à ce sujet-là plusieurs fois. Mais s'il y a une question, on aura le plaisir de vous écouter. Oui, Jean-Marc, s'il vous plaît. Oui, je voulais parce que j'ai pas eu ton livre en main, donc je peux pas savoir dans les détails comment il est organisé. Mais enfin, moi, j'avais regardé la première version espagnole un peu rapidement. Mais une chose dont on a fait l'expérience en créant les archives de la critique d'art était que il fallait enregistrer en même temps que les noms des critiques, un certain lexique qui pouvait leur être propre. Et les critiques ont fait des néologismes. Bon, c'est le début d'un chemin. Enfin, c'est pas une fin en soi parce que c'est faire de l'histoire de l'art canonique, mais c'est une des conditions pour commencer à accéder à l'atelier littéraire de la critique. C'est-à-dire cette fabrique du texte critique se construit avec un lexique spécifique qui l'impose à la société dans laquelle il est, ou dans laquelle il intervient, ou à ses collègues, ou aux artistes. Quelquefois, les artistes râlent qu'on fasse une façon trop abusée
de les qualifier de telle ou telle manière. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu t'es posé cette question-là dans ton livre, et comment tu penses la chose par rapport à cette, à la spécificité du lexique critique? Oui, bien sûr. Il faut, dans une panoramique comme ça, des fois il y a des termes, comme le terme postmodernisme par exemple, qu'il faut exprimer, et, parce qu'il y a des façons de les comprendre différentes dans des cultures, des critiques, des personnalités différentes. D'autres termes sur l'abstraction par exemple aussi. Donc des fois, il faut être aussi attentif à la signification précise des termes qui est en train de changer et qui est en train de se personnaliser dans les mains ou dans la bouche de quelques critiques. Donc ça, il faut les faire aussi, il faut les considérer dans le temps, dans l'espace qu'on a dans une grande approche comme ça. Donc je trouve que c'est formidable avoir, il faudrait même avoir un vocabulaire à la fin des livres qu'on publie, n'est-ce pas, pour exprimer cela. Paula voudrait dire quelque chose à propos de cela. Non, je voulais dire à Jean-Marc, en fait, oui, moi, ça m'a toujours intéressé quand je fais étudier la critique d'art, voir, parce que généralement, on fait l'histoire de la critique d'art par rapport aux arguments qu'ils font par rapport à ces mouvements, à cet autre. Ça m'a toujours intéressé pourquoi ils sont écrits et de quelle façon ils sont écrits. Et ce que tu dis, en fait, tu as très raison. Mais encore, on pourrait ajouter une autre chose. Je me souviens justement aux archives de la critique d'art, quand j'ai fait ma communication pour, imagine-toi, Jean-Marc, les colloques de Pierre Restany, donc je suis allée à Château-Giron la première fois dans ma vie. Et j'étais là en train de lire sur Pierre Restany. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que Pierre Restany avait une façon de construire ses textes où il a récupéré des paragraphes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tu vois, sans doute. Il a récupéré des paragraphes des textes anciens pour construire de nouveaux textes. Donc, il y a une sorte de fabrique de recyclage que le propre Restany fait avec ses propres textes. Et j'ai trouvé super intéressant. En fait, peut-être maintenant, on fait toujours, peut-être avec l'ordinateur, c'est plus facile, mais que c'est une caractéristique assez spécifique de Restany. Par rapport à des autres, des critiques espagnoles que j'ai étudiées marxistes, le vocabulaire explose aux années 60 avec toutes les terminologies qu'on peut imaginer et ça donne complètement un autre type d'écriture qui renonce à la subjectivité et qui se construit d'une façon vraiment structuraliste. Donc moi, pour cela, j'ai fait ces commentaires parce que moi, ça m'intéresse personnellement beaucoup aussi. Je peux rajouter un petit détail? Bon, oui, oui. Je dois vous quitter, excusez-moi. Bon, merci à tous. Au revoir. Et je vous félicite à tous parce que c'est très enrichissant. Merci à Laïka aussi pour cette possibilité parce que sans l'association et ces personnes qui travaillent depuis des années, on ne pourrait pas le faire non plus. Merci beaucoup, je dois quitter. Après Jean-Marc, je donnerai la parole à Jesús Pedro Lorente pour une considération finale. Et malheureusement, on doit finir notre conversation, mais on va écouter maintenant quelle est la question, l'observation de Jean-Marc et après Jesús Pedro. Oui, je suis rapide. C'est par rapport à ce que Paola évoque. Il se passe exactement la même chose chez Michel Ragon. Et il y a une chose qui est extrêmement intéressante, c'est que Michel Ragon a repris des textes de très nombreuses fois, mais que dans son histoire de l'art, qui était un peu une synthèse de l'histoire de l'art contemporain, qui est une synthèse qu'il a faite avec Mag, eh bien, il a plein de petits bouts c'est fait de plein de petits bouts qui ont été écrits à des époques différentes. Et ça, c'est une question de fond d'un point de vue épistémologique aussi, c'est-à-dire savoir un critique d'art écrit dans son temps. Mais son temps, s'il met 40 ans, l'argumentaire, la façon de penser, la façon de s'exprimer, etc., n'est plus la même au bout des 40 ans. Et quand on fait un travail qui est un patchwork de textes de ce genre,
le lecteur doit prendre conscience quand il lit un livre comme ça, à côté d'un livre d'un historien de l'art contemporain qui maintenant sont plus dialectiques que canoniques, hein, eh bien, on s'aperçoit que ce livre-là ne tient plus sur, comment dire, comme un texte qui fasse une vraie synthèse de la connaissance. Bon, voilà ce que je voulais dire, mais c'est très intéressant de voir comment des livres sont faits avec des bouts rajoutés les uns aux autres, et on peut se dire que si probablement on analyse ça à fond, les livres les plus réussis sont ceux qui sont peut-être des livres faits de bric et de broc, mais qui ont construit pendant l'élaboration de chacun de ces textes une réponse commune à un certain nombre de questions qui sont fondamentales pour le critique. Et là, c'est là qu'on commence à toucher à quelque chose de fond, quoi. Oui. Merci Jean-Marc. Maintenant, la parole avec Jesús Pedro pour les considérations finales. Bon, la clôture, plutôt, je voudrais bien, puisque peut-être les suivants sera Jean-Marc à parler l'année prochaine sur les publications, on pourrait dire la suite, non? Et donner donc comme ça un point qui ne sera pas final, mais un point à continuer. Et donc, je pense qu'on a bien fait. Félicitations à tous parce qu'on est arrivé à ne pas trop parler de quelque chose de concret que mon livre, d'une chose abstracte comme la critique d'art ou les critiques d'art, qui se sont en grand ou moins grands, et qu'on est arrivé à les faire tous ensemble. Et un grand merci à tous, à Elisa pour la technique et à tous pour la participation. Excusez-moi. Et merci pour être jusqu'à la fin avec nous.